On disait que la galaxie était devenue silencieuse le jour où le voile noir était entré en zone de guerre. Ni à cause des dégâts, ni par peur, mais par pure stupeur. Les communications d'une douzaine d'espèces extraterrestres, tous des empires endurcis, bâtis sur la conquête et le sang, se turent tandis que le vaisseau s'enfonçait dans le vide, tel un faucheur dans le brouillard. Pas de drapeau, pas de signaux, juste une ondulation dans le subspace qui faisait vaciller et buguer tous les capteurs. Le genre de bug qu'on ne répare pas. Le genre de vaisseau qui fait suer les amiraux et murmurer aux soldats des prières qu'ils avaient oubliées. Mais à l'intérieur du voile noir, ce n'était pas silencieux. Ça ne l'a jamais été. Ce vaisseau de guerre était d'une technologie terrestre ancienne, pas aussi racé que les croiseurs vorniens, pas aussi fluide que les flottes de biomasse chevet, brutales, aux arêtes vives, en acier froid, avec des canons qui semblaient conçus pour tuer les dieux. Une relique d'une guerre qu'aucune race extraterrestre n'avait pleinement comprise. Un vaisseau construit lorsque l'humanité ne cherchait pas seulement à survivre. Il voulait être craint. Le capitaine Tren était issu de la dernière génération née pendant les années de siège. Élevé dans des abris souterrains tandis que les frappes orbitales illuminaient le ciel, on lui avait raconté des histoires d'extinction et de désespoir, mais aussi de vengeance. Ses yeux n'étaient plus jeunes, mais ils brûlaient d'une flamme intacte, primitive, le genre de regard qui faisait détourner le regard même des soldats améliorés. Debout sur la plateforme d'observation, il observait le bord de la zone de guerre s'approcher comme une falaise. Au-delà, le chaos. Les débris de 3 civilisations dérivaient comme des ossements dans un cimetière cosmique. Des débris flottaient selon des motifs qui racontaient des histoires. Embuscades, retraites, massacres. 2 factions continuaient de se battre, même si elles avaient maintenant ralenti, observant la machine de mort silencieuse se rapprocher. Un léger carillon retentit derrière lui. « Capitaine, nous sommes à portée », dit le commandant Rilan. Son second, plus jeune, plus intelligent, peu, être, mais toujours effrayé par les histoires. Tran ne se retourna pas. Les flottes Harkoon gravitent-elles toujours autour des lunes détruites? Oui, monsieur, et les vaisseaux Xerati se sont repositionnés mais n'ont pas reculé. Bien sûr que non. Les Harkoon croyaient en la force écrasante, le nombre, la puissance de feu, l'arrogance. Les Xerati croyaient en la pureté, que seuls ceux nés pour la guerre méritaient de la mener. Tous deux croyaient que l'humanité s'était éteinte depuis des siècles. Dans leur petit coin perdu du bras spiral. Ils allaient bientôt apprendre le contraire. « Ouverture des communications », dit Tren. Raylan hésita. « À qui, monsieur ?»« À tous. » Un silence. Puis le canal s'ouvrit. Une diffusion universelle. Cryptée. Intraçable. Mais tout le monde l'entendrait. Chaque flotte, chaque soldat, chaque seigneur de guerre se cachant derrière des réseaux de capteurs et des boucliers superposés. La voix de Tren transperça la galaxie comme une lame. Ici le capitaine Tren, du vaisseau de guerre terrien Black Veil. Vos guerres ne nous concernent pas, mais nous passerons. Nous récupérerons ce qui nous appartient. Si vous intervenez, nous ferons en sorte que l'extinction se sente clémente. Puis, il coupa la ligne. Il n'avait pas besoin de réponse. Il n'y en aurait pas. Derrière lui. L'équipage de la passerelle semblait inquiet, pas effrayé par le combat, effrayé par ce à quoi ils allaient être mêlés. La guerre qu'ils tiraient de leurs souvenirs pour la ramener à la réalité. Les humains n'étaient pas censés être là. Leur espèce avait disparu des cartes après l'effondrement solaire, ensevelie sous des siècles de conflits internes, puis de silence. Pas d'ambassadeurs, pas de vaisseaux, pas de traités, juste des histoires. Les histoires d'une race née de la poussière, des tempêtes et de la douleur. Une race qui avait évolué non pas pour survivre, mais pour vaincre. Ce que la galaxie ignorait, c'est que, tandis que le reste de la race évoluait en paix, l'humanité, elle, évoluait en enfer. Et l'enfer était revenu. État de la soute,
demanda Tren en retournant vers la plateforme de commandement. Sécurisé, monsieur. Unité cryogénique stable. Signes vitaux inchangés, répondit Rylan. Tron hocha la tête. C'était bien de cela qu'il s'agissait. Ni guerre, ni politique, ni territoire. Un cryopode, une technologie humaine, récupérée d'une ancienne épave près des lunes neutres. Il avait été volé par des pirates Zerati, vendu à des seigneurs de guerre Harkoon, transporté comme une récompense, tel un trophée, jusqu'à ce qu'un signal s'active, une sécurité depuis longtemps éteinte, un signal de détresse enfoui sous un cryptage génétique. Une seule espèce aurait pu l'entendre. Et lorsqu'elle l'a entendu, elle n'a pas envoyé de diplomate. Elle a envoyé le voile noir. Le silence dans la zone de guerre ne dura pas. Il ne dure jamais. Le vaisseau amiral Harkoon, une forteresse gonflée de chrome noirci et de cœurs rouges vibrants, changea de position dès que Black Veil franchit le seuil. Il ne tira pas encore, mais son mouvement était une réponse, un défi. Le capitaine Tren resta impassible, les yeux rivés sur l'écran creux devant lui. La carte de guerre holographique scintillait telle une brume, marquant les signatures thermiques des vaisseaux ennemis. 200 frégates de classe Harkon, 37 croiseurs à aiguille Xerati et une douzaine de navires de pillage non alignés rôdaient aux abords tels des vautours, tous maintenant figés, observant, attendant de voir ce que l'humanité allait faire, attendant de voir si les histoires étaient vraies. Les lumières du pont s'éteignirent tandis qu'un voile noir s'enfonçait plus profondément dans le champ de débris. Des volutes de métal brûlé les entouraient, vestiges de bataille livrés entre des espèces trop fières pour reculer. Tren ne s'intéressait pas à leur politique, ni au corps abandonné. Ce qui comptait, c'était ce qui avait été pris, et par qui. Un changement dans les mesures cryogéniques demanda Tren sans quitter la carte des yeux. Toujours stable répondit Rylan, tapotant sa console du doigt. Mais les constantes vitales fluctuent plus qu'avant. Quelque chose à l'intérieur de cette capsule réagit à la proximité de cet endroit. Tran se retourna enfin. Bien qu'il se réveille furieux. L'unité cryogénique n'était pas qu'un humain perdu. Personne ne risquait une guerre pour un cadavre. Quoi qu'il en soit, le Harkoon et les Zerati se le disputaient depuis des années. Des rumeurs circulaient dans les canaux commerciaux selon lesquels il contenait les plans génétiques du programme de super-soldats de l'humanité d'avant l'effondrement. D'autres affirmaient qu'il s'agissait du dernier enfant authentique de la Terre, non cloné, non modifié, non corrompu. Tren ignorait la vérité. Il s'en fichait. Tout ce qu'il savait, c'est que le signal de détresse était authentique et que l'humanité répondait toujours à la sienne. Les équipages Sirati sont en mouvement, dit soudain Ryland. Ils flanquent tribord. Tren haussa un sourcil. Vous essayez de nous encercler ? Ils sont assez rapides. Ils pensent que nous bluffons. Bien sûr qu'ils le pensaient. Les Xerati étaient une race de précision, tout en ligne nette et en arrogance génétique. Ils croyaient que la guerre était un art, non une nécessité. Pour eux, la force brute était primitive. Ils n'avaient jamais compris le chaos de l'humanité, l'imprévisibilité, la propension au sang, la soif de détruire, non pas par logique, mais par instinct. Ce malentendu leur avait déjà coûté cher. Il leur coûterait encore cher. Ce malentendu leur avait déjà coûté cher. Ce serait à nouveau le cas. Tran se déplaça au centre de la passerelle et ouvrit le canal de combat privé. Seul l'équipage de commandement supérieur pouvait désormais l'entendre, verrouiller toutes les armes principales. Régler l'acquisition de cibles en mode autonome, donner la liberté au vaisseau. Il y eut un silence pesant, comme l'air avant la foudre. Rylan leva les yeux en fronçant les sourcils. « Tu donnes le contrôle à Black Veil ? Je ne suis pas là pour microgérer la mort, dit Tren. Ce vaisseau a été construit pour terrifier. Qu'ils se souviennent comment. Black Veil n'était pas qu'un simple vaisseau de guerre, c'était un vestige de la dernière initiative militaire de la vieille Terre, le projet Armada Fantôme. Des IA pleinement conscientes, à la limite de la voyance, étaient liées aux systèmes centraux du vaisseau, leur conférant personnalité,
désir et vengeance. La plupart furent fermés après l'effondrement. Mais le voile noir avait survécu, enfoui sous la surface martienne, déterré 10 ans plus tôt, réveillé, et il était affamé. Dès que Train relâcha le contrôle, le bourdonnement interne du vaisseau changea. Les parois vibrèrent subtilement, tel un prédateur qui s'étire. Les lumières vacillèrent, les écrans vacillèrent, un faible ronronnement synthétique résonna sur le pont. Ciblant les réseaux en ligne, la voix du vaisseau retentit, basse et féminine, froide comme une machine rêvant de sang. Permission acceptée. Merci, capitaine Train. Ça fait trop longtemps. Merci, capitaine Train. Ça fait trop longtemps. Puis ça frappa. Sans avertissement, pas de compte à rebours spectaculaire. Juste de l'action. Le voile noir pivota de 30 degrés à tribord, les moteurs s'embrasant sous une distorsion plasmatique. 4 canons à rail se verrouillèrent sur le croiseur Xerati le plus proche et tirèrent en parfaite synchronisation. Les tirs ne transpercèrent pas seulement le vaisseau, ils le déchirèrent comme une boîte de conserve, transperçant bouclier et coque. Une microseconde plus tard, le vaisseau explosa, dispersant des fragments incandescents dans le vide. La galaxie n'était plus silencieuse. Le Harpon réagit le premier. Des dizaines de leurs vaisseaux s'élancèrent, leurs armes chargeant, ils ne prirent pas position ni ne parlementèrent. Leur doctrine était simple, écraser ou mourir. Le voile noir ne bougea pas. Il attendait. Train les regarda se rapprocher. 100 kilomètres, 50, 25. Faites-les tirer les premiers, dit-il calmement. Capitaine, commença Ryland. Faites-les tirer. À 15 kilomètres, le Harpon lança une tempête de salves cinétiques et de torpilles à impulsion, le genre de barrage capable de décaper une lune jusqu'à son noyau. La passerelle s'illumina d'alertes de proximité. Des flashs rouges aveuglant les écrans. Mais le voile noir n'était pas un vaisseau ordinaire. Son blindage extérieur, un alliage ancien fusionné avec des fibres de matière noire, absorbait la plupart des impacts cinétiques avec des grincements écœurants de métal tendu. Les torpilles à impulsion furent interceptées en plein vol par des essaims de drones déchaînés tels des frelons furieux, puis le vaisseau riposta. Le voile noir pivota sur son axe, révélant sous ses entrailles une batterie de canons qui n'avait pas vu les étoiles depuis des siècles. Ils ouvrirent à l'unisson. Canons à ondes de choc, failles de plasma, lanceurs d'éclats magnétisés, et en moins de 20 secondes, 11 vaisseaux harpons furent réduits à l'état de carcasse à la dérive. Sans avertissement, sans remords. Train ne sourit pas. Il ne jubilait pas. Il avait vu de près à quoi ressemblait la guerre. La gloire était un mythe pour les jeunes et les stupides. Mais ce qu'il ressentait était juste. Comme si l'univers avait oublié de quoi les humains étaient capables et qu'il se contentait de le rappeler. « Message du vaisseau amiral Harkoon », dit Ryland, stupéfait. « Ils exigent notre retrait. » Menaçant d'escalade. Tran ricana. Ils ont déjà escaladé la situation. Puis, il ouvrit la ligne. Ils ont déjà escaladé la situation. Puis, il ouvrit la ligne. Retirez-vous, dit Train froidement. Vous serez effacés. Vous pensez que ce vaisseau est la fureur de l'humanité? Il se pencha vers le micro. Ce n'est que notre souvenir. Il coupa la ligne. Le cryopode se mit à biper. Un son long et profond. Pas une alarme. Un réveil. Tous les regards se tournèrent vers la soute avant. Tran parla sans détourner le regard. Ouvrir le flux d'observation. L'écran s'illumina. L'unité cryogénique, longue et élancée, marquée par des années de captivité, brillait. De la vapeur s'échappait des bords. Les biomoniteurs s'animaient, et à l'intérieur, une silhouette s'agita lentement. Homme, large crâne rasé, lourds implants cybernétiques, implantés le long de la colonne vertébrale et du crâne. Ses yeux s'ouvrirent, d'un noir de jet, ni cybernétique ni manipulation, mais conçu. « Mon Dieu !» chuchota quelqu'un. Train observa sans sourciller. Il savait qui c'était, ou plutôt quoi, le prototype,
le dernier exemplaire du programme Reclaimer, dernière tentative de la Terre pour concevoir un soldat indestructible. Ni par la douleur, ni par le temps, ni même par la mort. Le programme avait échoué. Du moins, c'est ce qu'il disait. Mais visiblement, ce n'était pas le cas. Ses signes vitaux se stabilisant, murmura Rylon. Il est vivant. Non, corrigea Tren. Il est réveillé, et quelque chose à l'intérieur du prototype, un vieil instinct, peut être un souvenir, se déclencha lorsque son regard croisa la caméra. Il trouva le voile noir. Il trouva Tren. Il sourit. Ni amical, ni cruel, juste prêt. L'IA du vaisseau intervint à nouveau. Verrouillage de la cible sur la flotte Archon restante, en attente de l'ordre d'exécution. Tren ne scia pas. Le feu. Le reste de la zone de guerre sombra dans le chaos. Le voile noir déchaîna sa charge utile. Vague après vague, des armes, depuis longtemps, interdites par les conquis galactiques, des charges de singularité artificielle, des torpilles gravitationnelles qui replièrent l'espace. Des faisceaux de rayons soniques réduisirent les équipages en bouillie dans leur propre blindage. Le harpon mourut en tentant de fuir. Les Xerati ne bougèrent même pas. Ils en avaient assez vu. Un croiseur Xerati s'éteignit complètement, puis un autre, puis tous. Soumission, peur. Tren hocha lentement la tête. Amenez-nous au vaisseau de commandement Xerati le plus proche. Amarré. Rylan le fixa du regard. Vous embarquez ? Je récupère ce qu'ils ont volé. Mais le prototype, Tren, regarda de nouveau vers la caméra d'observation. L'homme à l'intérieur de la capsule était déjà en mouvement, se détachant, s'étirant, une ombre taillée pour tuer les dieux. Tren se retourna. Il vient avec moi. Le sas siffla avec la sourde et définitive sensation d'une lame glissant dans son fourreau. Le capitaine Tren resta immobile, tandis que le couloir se pressurisait, ses bottes ancrées au sol d'acier froid de la chambre de déploiement du voile noir. Le bourdonnement des systèmes du vaisseau l'entourait comme le souffle d'un géant endormi. De l'autre côté de la chambre, la passerelle d'amarrage interne s'étendait. Reliée à la coque du vaisseau de commandement Xerati, telle une aiguille chirurgicale transperçant la chair. Dehors, la zone de guerre flottait dans un silence étrange. La flotte de harpons avait été décimée. Ce qui restait dérivait sans but, coques ouvertes sur le vide, leur feu éteint. Les Zeratis n'avaient pas tiré un seul coup de feu depuis le réveil du prototype. Ils ouvraient maintenant leurs portes. Non pas par désir, mais parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas d'autre solution. Derrière Tren, des pas lourds résonnèrent dans la chambre. Le prototype émergea. Ni nom, ni grade, juste le poids d'un programme mort gravé dans ses os. Grand, facilement 1,98 m, des épaules comme une locomotive, des muscles tissés à la fois de chair biologique et de renforts synthétiques. Sa peau était pâle, non pas de faiblesse mais de stase. Ses veines étaient noires de sang nano-infusé, ses yeux toujours d'un noir de minuit, sans fond comme le vide. Il ne portait pas d'armure. Il n'en avait pas besoin. Son corps était l'arme. Tren ne parla pas à l'approche de l'homme. Il n'en avait pas besoin. Le prototype s'arrêta près de lui, silencieux comme toujours, et fixa le vaisseau Xerati à travers le bouclier translucide. « Combien de temps ai-je perdu la tête ?» demanda le prototype. Sa voix étant la dernière. Tren hocha la tête. « Et maintenant, tu es toujours le dernier. » Un nouveau silence. Puis le prototype fit rouler son cou, un léger craquement résonnant de ce mouvement. « Alors, terminons ce que nous avons commencé. Le vaisseau Xerati n'avait rien à voir avec le voile noir. Il était élégant. D'étroits couloirs aux murs incurvés et aux veines lumineuses vibrant d'une douce énergie bleue. Leur architecture n'était pas conçue pour la guerre. Elle était conçue pour intimider sans agresser. Mais Tren avait parcouru suffisamment de champs de bataille pour savoir que chaque couloir, aussi beau soit-il, pouvait se transformer en abattoir. Ils furent accueillis en silence. Pas de garde, pas d'armes, juste deux envoyés
Xeratis, debout au bout du couloir, drapé dans une armure cérémonielle d'écailles noires et d'os argentées, grand, pâle, inexpressif. L'un d'eux s'avança, les mains vides. « Capitaine du vaisseau terrien, je suis Harit Nal. Nous ne nous attendions pas à un retour de l'humanité. » Tren s'arrêta devant lui, le regard froid. « Tu ne t'attendais pas à te faire prendre. » Harit baissa légèrement la tête. Ça aussi. L'autre Xerati, plus petite, femelle, au regard perçant, fixait le prototype. « C'est vrai, » murmura-t-elle. « Ils en ont vraiment fabriqué un, et il est toujours vivant. » Le prototype ne répondit pas, se contentant de la fixer de ce regard mort et indéchiffrable. Tren n'a pas perdu de temps. Tu as récupéré un cryopode terrien dans les ruines près des lunes neutres. Pas de temps. Tu as récupéré un cryopode terrien dans les ruines près des lunes neutres. Ce cryopode n'était pas destiné au commerce. Il était marqué. Il avait été récupéré, répondit prudemment Harit, sur une épave, flottant sans défense. Tu n'avais aucun droit. Tren s'avança, si près que même le grand extraterrestre dut se crisper. Nous le savons maintenant. Les Xerati ne dirent rien. Je ne suis pas ici pour négocier, poursuivit Tren. Je suis ici pour reprendre ce qui nous appartient, et si vous pensez que nous laisser accoster sans résistance est suffisant, vous vous trompez. Il jeta un coup d'œil au plafond. Combien y a-t-il de civils à bord de ce vaisseau ? 4000. Combien dans la flotte environnante ? 17. 643. Tren hocha lentement la tête, puis regarda le prototype. Notez le nombre. Marqué, dit l'homme. Puis Tren se tourna vers Harit. C'est le nombre que vous perdrez si je décide que vous mentez. La femme s'avança, l'émotion lui brisant enfin la voix. Nous ne savions pas ce que c'était. Nous l'avions acheté à un capitaine de raid Harkin. Nous pensions que c'était une relique, un trophée de guerre. On n'a pas compris. On ne comprend jamais, la coupa Tren. Il les fixa tous les deux. Où est le noyau de données original ? Ils hésitèrent. La main du prototype tressaillit, à peine, mais suffisamment pour que le mur derrière lui, une sorte de métal biologique, commence à fondre sous l'effet des radiations ambiantes qui s'échappaient de sa paume. Harit leva les deux mains. Abri neuf. Sous la flèche centrale, protégé, mais nous vous donnerons accès. Montrez-nous. L'abri neuf était enfoui sous 10 étages de structures défensives, de barrières de boucliers et de cryptage multicouches. Même les couloirs changèrent, devenant moins cérémoniels, de plus en plus militarisés à mesure qu'ils s'enfonçaient. L'air se fit plus froid, les lumières plus faibles, comme si le vaisseau refusait d'avouer ce qui se cachait ici. Les Xerati marchaient devant, suant malgré leur fierté. Tran le remarqua. Pourquoi le coffre était-il si lourdement protégé ? Harat déglutit. Harit déglutit. Parce que nous avions essayé d'accéder à la liaison neuronale de l'unité cryogénique une fois, cela avait déclenché un signal. Protocole d'urgence ? Demanda Rilan par radio. Quelque chose de pire, marmonna Tren. Lorsque les portes du coffre s'ouvrirent enfin, ce fut comme entrer dans une tombe. La pièce était circulaire, bordée de consoles incandescentes, à moitié détruites par des surtensions. Le piédestal central contenait le cœur de données, une sphère d'obsidienne de la taille d'un casque, bourdonnant encore doucement. Une faible lueur rouge pulsait en son centre. Le prototype s'avança. Pour la première fois depuis son réveil, son expression changea. Reconnaissance. Souvenir. Douleur. Il tendit lentement la main, ses doigts effleurant le bord du noyau. Une étincelle lui traversa la peau, et ses yeux se révulsèrent tandis que des milliers de souvenirs fragmentés envahissaient son esprit. Son corps vacilla, mais ne tomba pas, puis il serra les dents et força la connexion à se stabiliser. Tran recula. Je lui ai laissé de l'espace. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Rylan par le biais du communicateur. La voix du prototype parvint, lointaine, comme s'il parlait à travers une tempête.
Ce n'est pas juste une sauvegarde. C'est un verrou. La clé ultime des archives du Reclaimer. Chaque ordre de déploiement, chaque essai d'amélioration, chaque exécution secrète, tout ce qu'ils ont enterré, pour qu'on ne s'en souvienne pas. Tren sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors, si ça se sait, la galaxie apprendra ce que nous sommes faits pour faire. Un profond silence emplit la pièce. Le prototype retira sa main. Le noyau s'éteignit, sa lueur s'éteignant, puis il se tourna vers Tren. « Tu veux savoir qui j'étais » Tren soutint son regard. « Je l'étais. » Tren soutint son regard. « Je le sais déjà. » L'homme esquissa un mince sourire triste. « Tu as tort. » Il brandit le noyau. « J'ai été le premier sur qui ils ont testé la suppression de mémoire. Le premier à qui ils ont fait oublier qui il avait tué. Et comment ?» Tren le fixa du regard, une profonde oppression se faisant sentir dans sa poitrine. « Mais ça n'a pas marché, » dit doucement le prototype. « L'oubli, la purge. Je me souviens de tout maintenant. » Il se tourna vers le Xerati. « Et je me souviens de toi. » Harit recula d'un pas. « Nous ne faisions pas partie de... » « Vous n'étiez pas là, » interrompit le prototype. « Mais vos ancêtres, eux, y étaient. Vous étiez au traité d'Osval. Vous avez signé les zones de quarantaine. Vous avez regardé la terre brûler et vous avez appelé à la clémence. Je suivais juste. » Le prototype fit un pas en avant. « Tu n'as pas le droit de te cacher derrière l'histoire. » Tran leva la main. « Non, nous ne les exécutons pas. » Le prototype plissa les yeux. Tren s'approcha d'Exerati et regarda Areth dans les yeux. « Tu n'as pas droit à une mort rapide. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de retourner auprès de ton peuple et de leur dire que l'humanité n'est pas éteinte, que nous ne sommes pas des tribus dispersées vivant dans l'ombre, que nous avons des vaisseaux, des soldats, des fantômes. » Il se pencha plus près, et nous nous souvenons, de retour à bord du voile noir, le noyau était sécurisé au plus profond de la voûte du vaisseau. Tren ne dormait pas. Le prototype non plus. Il se tenait seul dans la salle de guerre, le champ stellaire s'étendant à l'infini au-delà de la vitre avant. « Ils viendront le chercher, » disait le prototype. « Je sais, ils voudront finir ce qu'ils ont commencé. » Tren hocha la tête. « C'est pour ça qu'on ne retourne pas sur Terre. » L'homme le regarda. Le regard de Tren était dur. La Terre est morte, qu'elle reste enterrée. Et après, Tren fixa la carte galactique. Son doigt traça un secteur bien au-delà de la zone de guerre. Une tache sombre, vide, oubliée, un espace inhabité. Le prototype plissa les yeux. Il n'y avait rien. « Pas encore, » dit Tren, « mais il y en aura. » Il se tourna pour lui faire face. « Nous allons construire une nouvelle frontière. Hors de portée, hors de vue, une flotte, un nouveau commandement, et puis, il fit un signe de tête vers les étoiles. Nous reprenons tout. » Le prototype fixa un long moment, puis hocha lentement la tête. « Il vous en faudra d'autres comme moi. » La voix de Tren baissa. « Il y en a d'autres. » Le prototype esquissa un léger sourire. « Bien. Réveillons-les. » 2 semaines passèrent. Pendant ce temps, la galaxie fit ce qu'elle faisait toujours face à l'horreur. Elle se mentit à elle-même. La version officielle de l'annihilation du Harkoon ressemblait à une note de bas de page diplomatique. Un vaisseau relique terrien non identifié s'est engagé par erreur en territoire neutre. L'incident hostile a été résolu par un retrait pacifique. Aucune autre action n'étant requise. Aucune mention du voile noir, aucune mention du prototype, aucune mention du fait que 54 vaisseaux de guerre avaient été réduits en cendres cosmiques en moins de 12 minutes. Le Conseil de la Concorde, s'il fonctionnait encore autrement qu'en tant que forum fantoche, restait silencieux. Les Xerati, ils se retirèrent complètement de la zone, bloquèrent leurs frontières et brûlèrent leurs propres archives. Les clans de charognards abandonnèrent la zone de guerre tels des rats fuyant un léviathan en perdition. Mais Tren savait ce que signifiait le silence dans la galaxie. Le silence n'était pas la paix, c'était une planification. Il n'ignorait pas le retour de l'humanité, il s'y préparait.
Le voile noir dérivait désormais dans un espace inexploré. Le secteur 9K, une zone noire au-delà de la bordure de Calvette, une cicatrice spatiale vide autrefois utilisée pour des essais d'armes illégaux lors des premières guerres galactiques. Des champs de radiation persistaient, épais et persistants, faussant les balayages à longue portée. Aucune voie commerciale ne traversait, aucun satellite, aucune colonie, ce qui rendait la situation parfaite. Ici, l'humanité pouvait reconstruire tranquillement ou, comme le voyait Tren, aiguiser son couteau. Ryland se tenait à côté de lui sur le pont avant, scrutant la bordure brumeuse du champ nébuleux. « L'amplification du signal est prête, dit-il, le regard fatigué mais concentré. Sursaut quantique codé. Une fois que nous l'aurons envoyé, toutes les unités dormantes à longue portée des archives des récupérateurs l'entendront. Et s'ils sont tous morts ? Demanda Tren. Alors nous mourrons seuls, dit Rylan sans ménagement. Tren ne répondit pas. Il fixait les étoiles comme s'il cherchait des fantômes. Le prototype entra dans la pièce derrière eux, silencieux comme toujours, mais pas immobile. Il était en train de changer. Depuis son réveil, son corps avait commencé à s'adapter. Temps de réaction plus rapide, synchronisation neuronale plus élevée. Les implants le long de sa colonne vertébrale s'assombrissaient, s'intégraient, comme s'ils se nourrissaient du noyau de données qu'ils avaient récupéré. Il ne mangeait pas, dormait à peine. Et lorsqu'il parlait, ce n'était pas du bavardage, c'était de la stratégie. Il se souvenait de plus de choses. Trop. Des informations du signal déjà ? Demanda le prototype. Aucune, répondit Rylan. Ils sont peu être enfouis plus profondément, dit-il. Certains ont été conçus pour ne se réveiller que lors d'événements de stress spécifiques, marqueurs d'extinction planétaire, scans planétaires, signaux de phrases clés. Tren plissa les yeux. Tu te souviens de tout ça maintenant ? Le prototype hocha lentement la tête. Je me souviens plus que je ne voudrais. Il s'avança et laissa tomber un petit holopade sur la table. Tren l'activa. Des dizaines de sphères rouges apparurent. Des lieux, certains clignotants, d'autres sombres, certains en espace neutre, d'autres profondément en territoire ennemi. « Ce sont toutes des capsules de récupérateurs ?» demanda Rylan stupéfait. Le prototype hocha la tête. Ce ne sont pas toutes des personnes. Certaines sont des banques de données, d'autres des armes, d'autres encore des installations entières cachées sous la croûte de lune morte. Tren étudia la carte. Pourquoi les enterrer si profondément ? La voix du prototype s'assombrit, car le programme ne se limitait pas à la formation de soldats parfaits. Un silence s'abattit sur le pont. « Quoi d'autre ?» demanda Tren. L'homme ne broncha pas. Confinement. Il fallut 6 jours supplémentaires pour décoder entièrement le noyau. L'IA, à bord de Black Veil, toujours en pleine adaptation, en pleine évolution, ne se plaignit pas. Il s'est simplement nourri des données, apprenant davantage sur son propre passé à chaque cycle. Lorsque la dernière couche fut déverrouillée, le noyau révéla quelque chose de pire que ce qu'ils avaient imaginé. Rylan resta figé, stupéfait. Tren, lui, resta figé. Même le prototype, malgré son froid, laissait entrevoir une lueur d'horreur. Les données projetaient une simulation, un enregistrement visuel. La Terre, il y a 472 ans, pas l'effondrement. Quelle en était la cause ? Ils observèrent l'ancien Conseil de la Terre activer le projet ECHO, une opération secrète visant à contacter ce qui restait des sondes spatiales lointaines lancées par l'humanité au cours de ces premiers siècles. Des éclaireurs à longue portée étaient censés atteindre d'autres galaxies, mais quelque chose avait répondu. Ni amical, ni intelligent, ni la vie telle que la galaxie la connaissait. On ne la décrivait que comme l'anomalie. Aucune forme, aucune masse, juste de l'entropie. Une onde de signaux méconnaissables qui détruisit tout système qu'elle pénétra. Les noyaux d'IA fondirent, la biologie s'effondra, même la pensée s'effondra. Dès qu'elle toucha le bord solaire de la Terre, les colonies martiennes se turent. Elle n'atteignit jamais la Terre elle-même, car l'humanité avait utilisé un prototype de Reclaimer
pour faire exploser un noyau gravitationnel et replier l'anomalie en un champ de dilatation temporelle permanent près du bord de l'orbite de Jupiter. Un piège, mais temporaire. La bulle de dilatation se détériorait. Dans moins d'une décennie, l'anomalie reviendrait, et le reste de la galaxie ignorait même son existence. Il nous trouve dangereux, dit Tren en observant les données. Le prototype ne disait rien. Il pense que nous nous sommes épuisés, que nous étions trop brutaux, trop instables. C'est pour ça qu'ils ont mis la Terre en quarantaine. C'est pour ça qu'ils nous ont laissés disparaître. Il se tourna vers Rilan, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que nous ne nous séparions pas. Nous gagnions du temps. La voix de Raylan était basse, et personne ne nous a cru, parce qu'ils ne le voulaient pas, dit le prototype en s'avançant. Dès qu'ils ont appris ce que nous avions découvert, ce que nous avions combattu, ils nous ont abandonnés. Tren serra les mâchoires. Nous avons donc dû lutter seuls, avec tout, y compris nous-mêmes. Il regarda de nouveau l'écran, et voilà que ça revient. De retour dans l'espace conquis, le silence se brisa enfin. Non pas par des mots, ni par des menaces, mais par une traque. Le premier vaisseau éclaireur terrien, le Wraith 09, fut détruit près de la ceinture de Berceau. Pas d'appel de détresse, pas de survivants. 4 jours plus tard, les Xerati commencèrent à émettre des mandats d'arrêt tacite contre tout navire ayant traversé le secteur de Calvette. Ils ne l'annoncèrent pas, mais le trafic de primes ne mentait pas. Et puis le pire signe arriva. Les Harkonnen commencèrent à s'unir. Cela ne s'était pas produit depuis 3 siècles. Chaque espèce avait vu le voile noir et commençait à comprendre quelque chose. L'humanité n'est pas revenue pour négocier. Elle est revenue pour nettoyer le désastre qu'elle avait été forcée d'enterrer. Et si le reste de la galaxie s'en mêlait, elle brûlerait aussi. Tren se tenait dans la salle de guerre du vaisseau, observant le prototype s'entraîner avec le dernier prototype d'entraînement de l'IA, un drone léger et dur capable d'imiter plus de 300 styles de combat extraterrestres. Il ne s'entraînait pas, il massacrait. Chaque geste était efficace, précis, impassible. Les os craquaient, le métal s'effondrait. À chaque seconde, la construction se réinitialisait. À chaque fois, il la détruisait plus vite. Rilan s'approcha de Tren. Cet homme n'est pas qu'un soldat. Tren ne répondit pas. C'est une arme qu'ils ont essayé d'oublier, et maintenant ils vont le regretter. Tren expira lentement. Il n'était pas le seul. Le premier signal de récupération provenait d'une planète minière oubliée, Velus 3, autrefois considérée comme morte. La balise était faible, fissurée par le temps, enfouie sous des couches de roches et de ruines, mais elle était humaine. Nous serons exposés, avertit Rilan. Il va falloir traverser les voies de patrouille de Concorde. Tren acquiesça. Alors, qu'il nous voie, Rilan ne protesta pas. Il ne s'agissait plus de se cacher, il s'agissait de s'assurer qu'il sache que nous arrivions. À la limite du système, un poste d'écoute de harpon signala une anomalie de balayage longue portée. Les données étaient brouillées, corrompues, mais une seule image parvint à passer. Un vaisseau, noir, silencieux, mortel, gravé dans le flanc de sa coque, brûlé par un feu de plasma ancestral. Voile noire TWS. Le message était clair. L'humanité était revenue, non pas pour survivre, pour rappeler à la galaxie pourquoi elle la craignait au départ. Vels 3 était un monde mort. Autrefois une colonie minière florissante à la limite de la ceinture de ressources, elle avait été abandonnée 2 siècles auparavant, après une brèche de confinement dans ses zones d'extraction inférieure. C'est ce que disait le rapport. Ce qu'ils omettaient, c'est que la brèche n'avait rien à voir avec les systèmes de pression ou une défaillance environnementale. La vérité était bien pire. Tren se tenait sur le pont d'observation avant de Blackvale, observant la planète qui tournoyait lentement dans la pénombre d'un soleil pâle. Des nuages de poussière gravitaient autour de l'équateur. Des tempêtes faisaient rage à la surface, dessinant des tourbillons cramoisis sur les océans autrefois bleus, désormais étouffés par les cendres et le poison. « On dirait l'enfer », murmura Raylan. « C'était prévu », dit le prototype.
Il se tenait à côté d'eux, les bras croisés, les yeux fixes. Il brûlait la surface pour enterrer ce qu'il y avait en dessous. « Qu'est-ce qu'on déterre exactement » demanda Rylan. Le prototype tourna légèrement la tête. L'un des nôtres. Le vaisseau transperça la haute atmosphère comme un scalpel. Tren, Rylan et le prototype furent rejoints par 2 marines de reconnaissance, vétérans des guerres souterraines sur Europe, tous 2 loyaux et silencieux. Ils n'avaient pas besoin d'être briefés. Leur présence ne signifiait qu'une chose. Quoi qu'il y ait là, dessous, c'était suffisamment dangereux pour nécessiter des armes. Alors qu'ils traversaient les couches nuageuses, Velus III apparut pleinement. Des ruines, les squelettes d'acier de tours effondrés depuis longtemps, des plateformes minières calcinées, des cratères emplis de brumes toxiques. Les vestiges d'une colonie effacée des archives et des mémoires. La mâchoire de Tren se serra tandis que le vaisseau s'inclinait vers les coordonnées diffusées par la vieille balise de récupération. Le signal était profond, pas profond, profondément ancré dans la croûte planétaire. « Ils ont construit une forge ici », disait le prototype. Une vraie. Pas juste une capsule, l'un des derniers endroits où ils ont façonné de nouveaux récupérateurs à partir de rien. « Tu veux dire un laboratoire ?» dit Ryland. « Non, je parle d'une forge. Nous n'avons pas été simplement conçus. Nous avons été forgés comme des armes, pliés encore et encore, jusqu'à ce que nous ne nous brisions plus. » Le vaisseau atterrit près du bord d'un gouffre de plus d'1 kilomètre de large. Des débris de verre noir encerclaient le cratère, fusionnés par la chaleur de ce qui avait brûlé cet endroit. Tran descendit le premier, scrutant l'horizon. L'air était chargé d'électricité statique. Le vent transportait un bourdonnement grave, comme un diapason vibrant à travers les eaux. Le signal pulsa de nouveau. « Là-bas » annonça le prototype. Tran regarda le gouffre. « Préparez-vous, on y va !» La descente fut brutale. L'intérieur du cratère était déchiqueté, jonché de supports brisés et de cages d'ascenseur à moitié fondues. Les bottes de Tren glissèrent 2 fois, et Rylan jura à chaque pas. Seul le prototype se déplaçait comme s'il était déjà venu ici. Stable, sûr de lui, descendant dans l'obscurité comme un souvenir qui revient à la maison. À 700 mètres de profondeur, ils trouvèrent la brèche, une porte scellée, partiellement fondue, couverte d'avertissements militaires humains décolorés. Entrée autorisée uniquement. Projet récupérateur Zeta. Tran passa la main sur le panneau rouillé. Personne n'avait ouvert cette porte depuis plus de 200 ans. Le prototype ne répondait pas. Il posa la paume sur le vieux pavé biométrique. À leur surprise, il s'illumina. Une étincelle, un scintillement, un léger clic, puis le sifflement de la décompression. La porte s'ouvrit et une odeur de mort se répandit. À l'intérieur, la forge était exactement ce que son nom promettait, un lieu de création brutale. Rylan eut un haut le cœur tandis qu'ils enjambaient ce qui ressemblait à des plaques chirurgicales fusionnées avec des machines industrielles. Des os, humains ou presque, étaient incrustés dans les murs. Des chambres cryogéniques vides pendaient du plafond tels des cercueils rouillés. L'air était sec, mais lourd, comme s'il se souvenait des cris. Tren balaya lentement la pièce avec son fusil. « Que s'est-il passé ici ?»« Ils l'ont éteint à la hâte, » dit le prototype, probablement en réalisant ce qui poussait à l'intérieur. Poussant, l'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il se dirigea vers le mur du fond où une chambre se trouvait à moitié enfouie sous des débris. Il la nettoya d'un geste respectueux, presque prudent, et révéla une plaque signalétique gravée dans l'acier. Unité de récupération, RS-07. Tren expira. « Encore un de vous ?» dit le prototype. Il était pire. Il tendit la main vers le panneau. Tren s'avança. « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par pire ?» Le prototype fixait la chambre. Ils l'ont créée durant les derniers jours. Quand l'anomalie était trop proche, ils ne se souciaient plus du contrôle. Seuls les résultats les animaient. Arès était le dernier des modèles de guerre. La main de Rylan planait sur son arme de poing. Tren baissa la voix
Est-il stable? Le prototype le regarda. Définissez stable. Puis il activa la chambre. La chambre de la forge trembla tandis que les systèmes anciens reprenaient vie. Le fluide s'écoula, les verrous claquèrent. Un grincement sourd résonna dans l'acier tandis que la porte du RS-Sept seconde ouvrait en sifflant. À l'intérieur, quelque chose sortit. Ce n'était pas lent. Cela ne clignait pas des yeux. Cela bougeait simplement. La silhouette était encore plus grande que le prototype, presque 2 mètres. Plus massive, pas boursouflée, mais dense. Construite comme une arme de siège. L'armure était fusionnée au corps lui-même. Des morceaux de blindage encastrés sous une peau cybernétique cicatrisée. Ses yeux n'étaient pas noirs comme ceux des premiers Reclaimers. Ils étaient rouges, luisant faiblement comme des charbons dans un feu mourant. Son regard parcourut l'équipe, s'arrêta sur Tren, puis se posa sur le prototype. « Vous êtes arrivé », dit Arès d'une voix rauque comme une pierre broyant du métal. Le prototype acquiesça. Le signal vous parvint. « Je rêvais », répondit Arès. « De feu, de sang, de ce qu'il m'avait fait oublier. » Tren s'avança. « Je suis le capitaine Tren. Nous sommes du voile noir. Nous reconstruisons ce qui a été perdu. » Arès pencha la tête. « Pourquoi ? Parce que l'anomalie revient. » Arès s'immobilisa. La lueur rouge dans ses yeux vacilla. « Je pensais que c'était un cauchemar, » murmura-t-il. « Ce n'en était pas un, » dit le prototype. « On a besoin de toi. » Arès le regarda un long moment, puis hocha lentement la tête. « Alors, tuant un dieu. » Ils revinrent au vaisseau sans incident, mais le silence fut de courte durée. Dès qu'ils atteignirent la haute atmosphère, le ciel explosa. Une rafale de tirs zébra l'aile du vaisseau. Tran fut projeté sur le côté tandis que la cabine basculait, l'alarme retentissant. « Embuscade !» hurla Rylon en s'agrippant à une cloison. La voix du pilote résonna dans les communications rauques. 2 chasseurs Concorde venaient de se démasquer. « Je répète, nous sommes attaqués. » Moi, grésillement. Puis une frappe. Le vaisseau de largage pivota violemment, percuté par un missile de précision qui frappa le rotor de queue. La vision de Tren devint blanche, la gravité perdant son sens. Le monde bascula. Le vaisseau s'écrasa au sol. Durement. Douleur. Poussière. Silence. Tren toussa, sentit le goût du sang et se força à se relever. Rylon gisait à côté de lui, gémissant. Le prototype était déjà sur pied, tirant un des marines de reconnaissance hors de l'épave. Arès sortit du feu. Indemne, 2 chasseurs ennemis tournoyaient au-dessus de lui. Le système de communication de Tren vibra. « Voile noir. Capitaine, nous repérons les unités furtives Concorde en orbite basse. Nous étions bloqués. Nous venons de percer. Besoin d'une extraction ? Oui, tout ça traîne. Maintenant. » Rylon se redressa en titubant, le sang lui coulant sur les tempes. Ils attendirent qu'on réveille Arès. Il savait, dit froidement le prototype, serra les poings. Trahison. Encore. Même maintenant, malgré le retour de l'anomalie, la Concorde voulait les arrêter. Ne pas poser de questions, ne pas envoyer d'émissaires. Les arrêter, les tuer, effacer leurs souvenirs. Mais l'humanité ne se taisait plus. Tran se tourna vers Arès. « Peux-tu abattre un de ces chasseurs ?» Arès sourit et s'élança dans le ciel. Le chasseur vaincu ne l'avait même pas vu venir. Un instant, il se préparait à un nouveau passage. L'instant d'après, une masse et une fureur s'écrasèrent dans son cockpit avec la force d'un météore. Le vaisseau explosa en plein vol, des débris s'abattant comme des confettis métalliques. Le second chasseur s'élança en courant, mais il était trop tard. Le voile noir quitta son orbite quelques secondes plus tard. Se dévoilant avec une distorsion tonitruante, son canon avant ronronna une fois, et le chasseur en fuite disparut dans un rayon de plasma si chaud qu'il fit fondre les nuages. De retour à bord du vaisseau, Tren resta silencieux tandis que les médecins soignaient les blessés. Il observait Arès, qui fixait le pont d'observation
tel un dieu en cage. Puis il se tourna vers le prototype. « Ils viennent vers nous, » dit Tren. « Ils ont déjà commencé, » répondit le prototype. « Alors, on accélère. » Il se tourna vers Rylan. « Affiche la carte du reclaimer. Trouve le prochain signal le plus proche. Peu importe sa profondeur. On les réveille, tous. » Rylan hésita. « On ne peut pas combattre le Concorde et l'anomalie en même temps. » La voix de Tren se durcit. « Alors, on en combat un d'abord. » Le voile noir ne se cachait plus. Il fendit l'espace de Concorde tel un prédateur sans rien approuver. Tous les capteurs qu'il avait captés étaient hors service. Toutes les sondes qu'il avait scannées étaient désactivées. Les patrouilleurs qui s'approchaient trop près faisaient demi-tour, effrayés, ou n'étaient plus entendus. Personne n'osait engager le combat directement. Pas après ce qui s'était passé sur Vélis 3. Le Conseil militaire central de Concorde n'avait toujours pas reconnu l'embuscade. Ils la qualifièrent d'opération de terrain clandestine. De malentendus techniques, Tren se fichait du nom qu'ils lui donnaient. Il savait exactement de quoi il s'agissait. Une guerre préventive. Et il allait y répondre. Dans la salle de guerre du voile noir, la carte stellaire holographique vibrait de nouvelles données. Les signaux des balises de récupération avaient commencé à s'activer plus qu'ils ne l'avaient prévu. 6. Dispersés sur des lunes mortes, des astéroïdes creusés, des voûtes océaniques englouties. Mais tous n'étaient pas intacts. Certains s'étaient décomposés en parasites, d'autres avaient été altérés. 4 sont des zones noires, dit Ryland. Des ordres de quarantaine ont été conquis. Ils essaient de nous bloquer. Ils n'y parviendront pas, répondit Tren. Il se tourna vers le prototype, qui se tenait silencieusement derrière lui, telle une ombre menaçante. Et ceux qui sont encore propres, 3 signaux sont forts, dit l'homme. Un dans le dévers de Crixus, un sur Lunac 2, un à l'intérieur d'un avant-poste militaire conquis. Le sourcil de Tren se fronça. Il stocke un récupérateur ? Non, corrigea le prototype. Ils en utilisent un. L'avant-poste s'appelait Station Xérite, une plateforme en orbite basse au-dessus de la géante gazeuse Tyr 4. Officiellement, elle était répertoriée comme base de lutte contre la piraterie. C'était un mensonge. Tren avait vu les plans divulgués. La base était modulaire, segmentée et, surtout, protégée biologiquement. Ce genre de dispositif n'avait qu'une seule utilité: contenir quelque chose d'assez dangereux pour neutraliser même les chaînes de commande de l'IA. Le voile noir ne pouvait pas s'approcher directement. Il le verrait venir. Le voile noir ne pouvait pas s'approcher directement. Il le verrait venir. Tren retourna donc à ses anciennes méthodes. 3 jours plus tard, un cargo minier civil immatriculé Stratus Dawn apparut à la limite de l'orbite du Tier 4. Lent, imprécis, dégageant des radiations comme un œuf fêlé. La station Xérite les appela immédiatement. Vaisseau non identifié, vous entrez dans un périmètre de défense restreint. Indiquez votre objectif et votre identité. Il y eut un moment de silence. Puis la réponse grésilla, saccadée et déformée. Nous sommes un cargo Stratus Dawn. Nous avons subi des dommages au convoyeur. Demande d'amarrage d'urgence, panne système. Il y eut ensuite un silence. Négatif, ce n'est pas un port public. Redirigé vers la station R12 pour réparation. Le cargo bégaya. Niveau de carburant trop bas, système de survie critique. S'il vous plaît, nous avons 17 personnes à bord, mineurs compris. Nous resterons en soute si nécessaire. L'IA de Xérite hésita. Trop longtemps. Cela signifiait qu'elle n'était pas sûre. Cela signifiait qu'elle utilisait encore la logique du protocole. Cela signifiait qu'il ne l'avait pas mise à niveau pour gérer ce genre de piège. L'IA répondit. Le couloir d'amarrage à neuf sera prolongé. Tout signe d'agression entraînera une intervention immédiate. Le Stratus Dawn s'amarra 15 minutes plus tard. Ce n'était pas un cargo minier, mais un vaisseau de transport furtif et blindé. Renforcé par un blindage réfractif, il embarquait 2 récupérateurs.
le prototype et l'Ares, ainsi que Tren, Raylan et 2 autres spécialistes de la reconnaissance. Dès que le sas extérieur fut fermé, les masques tombèrent. Tran ne prit pas la peine de se faufiler. Il remonta le couloir, fusil au poing, suivi des récupérateurs tels des dieux vêtus de sang et de feu. Ils ne pénétrèrent pas discrètement dans la station. Ils la dévastèrent. Les systèmes de sécurité interne de Xerath furent activés en moins de 10 secondes, mais cela n'avait aucune importance. La station avait été conçue pour accueillir un seul récupérateur, et non 2. Ares fracassa une porte blindée à main nue, l'arrachant de ses gonds et écrasant le garde Concorde derrière elle d'un simple coup de coude. Le prototype se déplaçait silencieusement et méthodiquement, neutralisant tourelles et nœuds d'IA, comme s'il avait construit l'endroit lui-même. Tren abattit 2 officiers qui tentaient de lancer un signal de détresse. Il n'était pas là pour négocier, mais pour sauver un fantôme. La chambre de confinement se trouvait profondément sous le noyau de commandement, protégée par 3 voûtes renforcées et un seau électromagnétique. Lorsqu'ils l'atteignirent enfin, Tren hésita. La silhouette à l'intérieur était différente, plus petite, mince, féminine. « Elle n'est pas comme toi », murmura Raylan. « Elle n'est pas censée l'être », dit le prototype. « Ce n'est pas un modèle de guerre. » Ares pencha la tête. « Elle est pire. » Tren plissa les yeux. « Que veux-tu dire ? Elle n'a pas été créée pour tuer. Elle a été créée pour interroger. Créée pour interroger. Sa désignation était Athénadix 9. Ni une récupératrice au sens traditionnel du terme, ni une force brute, ni une spécialiste du combat. Athéna était conçue pour la guerre du renseignement, le piratage cognitif, la déstabilisation psychologique et l'extraction d'informations. Elle pouvait briser l'esprit d'un général plus vite qu'une balle de plasma ne lui transperce la poitrine. Et Concorde l'avait utilisée. Sa chambre empestait les sédatifs et les chants de suppression. Son corps était pâle, presque translucide, couvert de nœuds de surveillance et d'implants de contrôle. Mais ses yeux étaient grands ouverts. Et elle souriait. « Tu es en retard, dit-elle doucement. Tran recula. « Tu es resté éveillé tout ce temps ?» Athéna hocha la tête. « Ils pensent que les sédatifs fonctionnent. Ils pensent que la suppression mentale est permanente. Mais ils ne comprennent pas ce que nous sommes. » Iris ouvrit la porte de la chambre. Athéna en sortit. Ses os craquèrent. Sa peau rougit légèrement tandis que son système circulatoire se réactivait. « J'ai attendu, » murmura-t-elle. « On m'avait dit que nous étions éteints, mais je le savais. J'ai senti le signal. Tu l'as réveillée. » Elle passa devant Tren et posa doucement sa main sur la poitrine du prototype. « Tu te souvenais de nous ?» dit-elle. « Maintenant, je vais leur rappeler ce que ça signifie. » L'évasion n'a pas été propre. La défense IA, complète de la station Xerath, s'est activée dès que la cellule de confinement d'Athéna s'est déverrouillée. Le vaisseau s'est mis à tourner, la gravité artificielle fluctuant, déverrouillée. Le vaisseau s'est mis à tourner, la gravité artificielle fluctuant, tandis que des drones sentinelles envahissaient les ponts supérieurs. Mais ils n'ont pas duré longtemps. Athéna ne combattait pas avec des armes. Elle parla, et tandis qu'elle murmurait dans les communications ouvertes, les équipes de sécurité de Concorde commencèrent à braquer leurs fusils les unes sur les autres, pleurant, criant, riant. Le temps que le groupe atteigne le quai, la moitié de la station était coupée. L'IA tenta de purger son signal, de l'isoler. En vain. Athéna quitta le vaisseau en fredonnant un air plus ancien que la guerre, tandis que la fière position de Concorde sombrait dans la folie derrière elle. De retour à bord du voile noir, Tren se tenait à la table de guerre, silencieux. 3 récupérateurs maintenant, 2 autres signaux actifs. Ares, le prototype, Athéna. Chacun unique, chacun mortel. Et maintenant, enfin, redouté. Raylan afficha les dernières interceptions. Le Concorde se mobilise. « Des mouvements de flotte ?» demanda Tren. « Pire encore, des alliances. » Il montra la projection. Les Xerati, les Harken,
les Velaries et même les empires pillards marginaux. Tous, pour la première fois depuis des siècles, parlaient, planifiaient, partageaient des données. Et ils n'avaient pas l'intention de combattre l'anomalie. Ils se préparaient à détruire l'humanité avant que le reste des récupérateurs ne se réveille. Ils pensent qu'il s'agit d'une deuxième hausse, dit Ryland. Tren parlait à voix basse. Ils ont tort. Ce n'est pas une hausse. C'est un règlement de compte. Ils ont tort. Ce n'est pas une hausse. C'est un règlement de compte. Au sein du corps galactique, au cœur de Sindar Prime, la dernière véritable forteresse du Conseil de la Concorde, une réunion d'urgence fut convoquée à huis clos. Pas de caméra, pas de retransmission, seulement le haut commandement. 17 espèces étaient représentées. Chacune d'elles demeura silencieuse pendant que l'amiral Vurette, commandant suprême Zerati, parlait. Ils en ont réveillé 3, peu, être plus. Le voile noir est entré et sorti de 4 zones interdites sans perte. Si nous laissons cela continuer, il n'y aura pas de guerre. Il y aura une purification. Un général Harkonnen montra les crocs. Il y aura une purification. Un général Harkonnen montra les crocs. Ils sont trop peu nombreux. Frappons maintenant. Mettons fin à tout ça avant qu'il ne commence. Un diplomate Velari siffla. On a essayé. Sur Vels 3. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? La salle se tut. Un délégué plus petit, le plus jeune du conseil, prit enfin la parole. Et l'anomalie? Silence. Vurit ne broncha pas. Un mythe. Ou si c'est vrai, c'est leur faute. Qu'ils s'en occupent. Une autre voie. Et si ils ne mentaient pas, une autre. Et s'ils nous avaient vraiment sauvés autrefois? Vurit frappa la table du poing. Ce sont des armes, pas des sauveurs. Son regard parcourut la pièce. Ils étaient faits pour tuer. Et c'est tout ce qu'ils seront jamais. Le vote fut unanime. L'opération Chute de Verre fut approuvée. Une purge complète du système, de tous les bastions humains connus, des zones de balise des récupérateurs et des secteurs neutres suspectés d'abriter de la technologie terrienne. La liste des cibles comptait 86 systèmes. De retour sur le voile noir, Tren fixa la transmission interceptée. Il ne s'y a pas. Ils vont essayer de nous anéantir, chuchota Rylan. Ils n'y parviendront pas, grogna Arès. Ils vont essayer de nous anéantir, chuchota Rylan. Ils n'y parviendront pas, grogna Arès. Non, dit le prototype. Ils nous forceront à tout brûler. Athéna s'avança, la voix calme. Il faut les devancer. Tren hocha la tête. Alors, on passe au prochain récupérateur. Il désigna la carte. Un signal clignotant sur une planète que l'on croyait inhabitable, Deltris Prime. Envoyez le message, dit Tren. Que des cellules dormantes, que des colonies périphériques, que des anciens militaires. S'ils se souviennent de qui ils sont, il leva les yeux. Alors, il sera temps pour eux de rentrer. Ils l'appelèrent Civitas 9, une paisible colonie, enfouie au cœur de l'espace neutre, nichée sous la nébuleuse du linceul de Braxis. Pas de vaisseau de guerre, pas de réseau d'armes, pas de balises, juste de l'air pur, de la terre rouge et 3 petites colonies où les derniers fragments de lignées humaines vivaient en paix. Les fermiers, de lignées humaines, vivaient en paix. Fermiers, enseignants, mécaniciens. Ils ignoraient même l'existence des récupérateurs. Ils ne se souvenaient pas de la guerre, ne parlaient pas de l'anomalie, ni des trahisons qui avaient suivi. Leur seul souvenir était la survie. Mais la survie, comme toujours pour l'humanité, était temporaire. La purge survint à l'aube. 3 vaisseaux conquis arrivèrent en orbite sans prévenir. Les croiseurs furtifs restèrent occultés jusqu'à leur entrée en basse atmosphère. Lorsque les balises d'alerte s'activèrent, il était déjà trop tard. Ni exigence, ni négociation, juste le feu. Le plasma orbital s'abattit comme une pluie de fonte, vaporisant les bâtiments en quelques secondes. Les champs se transformèrent en vitres. Les enfants furent réduits en cendres. Le cœur de l'infrastructure de la colonie fut coupé dans les 10 premières minutes
suivi de toutes les communications longue portée. Impossible de fuir, car ce n'était pas une bataille, mais une exécution. Tren examinait encore le rapport de renseignement d'Athéna lorsque le signal d'urgence parvint au voile noir. Raylan fit irruption dans la salle de guerre, le visage pâle, la voix hachée. « Monsieur, Civetus 9. » Tran se retourna. Que s'est-il passé? Disparu. Ce simple mot résonna comme un coup de marteau. Le prototype entra dans la pièce 1 seconde plus tard. « Comment ça, disparu ?» Raylan ne scia pas. 3 vaisseaux conquis, frappe coordonnée. Nous n'avons capté qu'un appel de détresse partielle, crypté sur un vieux canal terrien. Il répéta un mot. Il tendit le bloc de données à Tren. L'écran afficha le message. À l'aide, juste, ça, boucle, faible, des parasites, une voix d'enfant, puis le silence. Tran resta figé. 2 heures plus tard, le voile noir se déploya dans l'espace réel au-dessus de Civitis 9, ou de ce qu'il en restait. Tren se tenait sur le pont d'observation avant et ne parlait pas tandis que l'épave tournoyait lentement sous eux. Cendres, ruines, le feu couvait encore dans le sol. Les colonies avaient disparu. Les signes de vie avaient disparu. L'avenir avait disparu. Athéna le rejoignit discrètement, sa voix à peine murmurée. « J'ai vu les journaux de bord. Civitas ne figurait même pas sur la liste officielle des vaincus. Ils ont dérogé aux règles. » Marmonna Raylan depuis le bureau des communications. Ils essayaient de détruire notre héritage avant qu'il ne nous atteigne. Le prototype serra les poings. Ce n'était pas la guerre, c'était la peur. C'était eux qui disaient quoi? Nous effacerons toute trace de vous, même de ceux qui n'ont jamais combattu. Arès se tenait à l'arrière-plan, silencieux pour une fois. Tran prit enfin la parole. Nous aurions dû arriver plus tôt, se retourna Rayland. Tu ne peux pas te blâmer. Je ne sais pas, dit Tren d'une voix froide. Je les blâme. Il fixa le brasier en contrebas, les yeux brûlants. Ils veulent l'extinction? Il se tourna vers l'équipage. Alors montrons-leur à quoi ressemble vraiment l'extinction. Mais Athéna ne regardait pas la destruction. Elle regardait au-delà, vers le vide. Il y a autre chose, murmura-t-elle. Tren se tourna vers elle. Quoi? Le canal de communication qui a envoyé l'appel de détresse? Ce n'est pas Terran. Raylan fronça les sourcils. Il venait de Civitus 9. Oui, dit Athéna, mais le cryptage n'était pas le nôtre. Il n'était pas non plus conquis. Elle leva les yeux. C'était un code d'anomalie. La salle de guerre se tut. Même l'IA du vaisseau marqua une pause. Tran plissa les yeux. C'est impossible. L'anomalie est toujours piégée. Non, dit sombrement le prototype. Le piège s'affaiblit. Athéna fixa la projection du signal vacillant. Ce n'était pas une attaque. Tren se retourna. Tu as vu la colonie. J'ai compris ce qu'ils voulaient nous faire croire, rétorqua-t-elle. Mais le tir de plasma est venu après, pas avant. Ils n'ont pas tué ces gens pour nous arrêter. Sa voix baissa. Ils les avaient tués parce que quelque chose d'autre était arrivé avant. Plus tard dans la nuit, Tren se tenait seul dans la baie d'observation, observant les derniers débris de Civitus 9 dérivés dans l'espace. Un petit satellite, émettant encore de faibles impulsions, passa près du vaisseau. Il activa le signal. Le message se répéta. « À l'aide, s'il vous plaît. Les étoiles sont fausses. Les étoiles sont statiques. » Puis, autre chose, un murmure. Une voix sans langue, sans accent, sans bouche, juste une présence. Et Tren sentit qu'il la voyait, la touchait, le jaugeait comme une proie. Il recula, le froid lui parcourant l'échine. Le prototype apparut à côté de lui. Tu l'as senti aussi? Tren hocha lentement la tête. Il apprend. Et pas seulement ça, dit le prototype. Il tend les bras. À travers l'espace conquis, annonçait le prototype. Il atteint son objectif. À travers l'espace Concorde, la purge continuait. 2 autres colonies terriennes furent touchées, l'une dans la spirale infernale,
l'autre dans le nuage rouge, toutes deux disparues en quelques heures. Aucun avertissement, aucun survivant, aucun témoin. Et pourtant, quelque chose clochait. Les flottes conquises commencèrent à signaler des anomalies. Des systèmes s'éteignaient en plein vol, des pilotes entendaient des voix, des navigateurs oubliaient où ils se trouvaient. Un vaisseau Zerati s'en prit à sa propre flotte. Aucune explication. La planète natale des Valaris signalait des fluctuations solaires. Leur étoile pulsait de manière irrégulière, correspondant à d'anciens signaux de détresse terriens, et dans les profondeurs de l'espace, au-delà de l'inconnu, le champ de dilatation temporelle près des limites de Jupiter commença à se fissurer. Un signal s'échappa, puis un autre, puis quelque chose bougea. De retour à bord du voile noir, les récupérateurs restèrent silencieux. Ce n'étaient plus des soldats. Ils formaient la dernière ligne. Le prototype observait Tren. On ne peut plus l'ignorer. Le Concorde n'est pas notre seule menace. Je sais. On a deux choix, dit Arès. Finir de réveiller les autres, ou aller à l'anomalie. Tren fixa la carte des étoiles. Tant de signaux, tant de fantômes. Puis il se retourna. Nous faisons les deux. L'opération Flamme jumelle était née. Le voile noir allait se diviser. Son vaisseau principal continuant de réveiller les récupérateurs, tandis qu'un vaisseau de fracture profonde, piloté par l'IA et peuplé de récupérateurs, descendrait dans la zone autour de Jupiter pour affronter l'anomalie, pour comprendre ce qui avait changé et ce qui allait arriver. Le prototype dirigerait la deuxième mission. Tren continuerait de rassembler les oubliés. Il se tenait dans le hangar, entouré du bourdonnement des moteurs et des séquences de chargement final. L'équipage observa silencieusement. « Nous pourrions ne pas revenir, » dit le prototype. « Alors, assure-toi qu'ils se souviennent de ce pourquoi tu t'es battu, » répondit Tren. Ils se serrèrent la main. Sans mots, sans promesse, juste le poids de savoir que ce pourrait être la dernière fois. Le prototype partit cette nuit-là, et le voile noir disparut à nouveau dans l'espace silencieux. Chasse, cueillette, préparation. Car désormais, deux guerres avaient commencé, l'une contre la galaxie qui les avait trahis, et l'autre contre les ténèbres qui faisaient oublier leur lumière aux étoiles. Civitas 9, c'était tout ce dont les capteurs avaient besoin pour dire la vérité. C'était un monde fantôme né de murmures et de vieilles légendes. Civitas 9 était niché derrière des nébuleuses et des cartes stellaires à moitié oubliées. Pas de base militaire, pas de flotte, juste des vies simples. Agriculteurs, ingénieurs, architectes, descendants d'humains ayant abandonné les programmes Reclaimer, craignant la guerre, avides de silence. Ce que ces familles ignoraient, c'est que le silence peut être aussi mortel qu'un corps de guerre. Le jour se leva sur Civitas 9, sous un ciel lavande et un tonnerre lointain. Tren examinait les informations d'Athéna lorsque l'alarme retentit. « Monsieur, détection imminente. » Entrée atmosphérique à la surface, appela Arlande d'une voix tendue. Les yeux de Tren se levèrent brusquement. Visuel, juste des ombres, des signatures thermiques, rien que je reconnaisse. Quelques secondes plus tard, l'écran de visualisation avant vacilla et Civitas se transforma. Des traces oranges et rouges fusaient à sa surface, le genre de feu qui ne guérit pas, qui efface. Des barrages de plasma ravageaient les colonies. Des orages électriques éclataient dans les circuits et les générateurs. Les civils hurlaient tandis que les infrastructures fondaient comme du verre. La colonie sombrait dans le chaos. Civitas 9 n'était pas un champ de bataille. C'était un bûcher funéraire. Quelques instants plus tard, Tren et Athéna se tenaient dans la salle de guerre, les yeux rivés sur la vidéo, tandis que des arcs de feu désintégraient des habitations humaines. Coordonnées correspondent aux signatures orbitales conquises, dit Rylan, la mâchoire serrée. 3 croiseurs furtifs, non enregistrés, sans avertissement, sans communication. La mâchoire d'Athéna se serra. Sa voix était froide. Ils n'ont pas bombardé Civitas 9 pour nous arrêter.
Tren la regarda fixement. Alors pourquoi? Elle soutint son regard sans broncher. Parce que quelque chose d'autre était déjà arrivé. Voile noir s'est effondré au-dessus de la planète en flammes. Tran observait les ruines, immobile. Puis un message, à peine électronique. Une voix, tremblante et jeune. Au secours, les étoiles se trompent. Une voix d'enfant, puis quelque chose d'autre, émergea du grésillement, un courant sous-jacent de présence non humaine, une sensation qui le pénétra jusqu'au plus profond de lui et l'alourdit. Tren resta figé. Le prototype glissa à côté de lui, la voix étouffée. « Tu l'as senti aussi ?» Tren hocha la tête, pâle. C'est l'apprentissage. Ils déployèrent des drones pour balayer le sol, mais Civetus 9 était un charnier. Pas de survivants, seulement des échos de vie, réduits au silence. Athéna observait les moniteurs d'un œil hanté. Cet appel était un code d'anomalie. Tren releva brusquement la tête. Anomalie? Mais c'est... La voix du prototype l'interrompit, tremblante d'effroi. Le piège ne tient pas. Tran serra le poing. Ainsi, la situation a commencé à se dégrader. Au fil des rapports, une tendance s'est dessinée. 2 autres camps terriens, au cœur de la spirale infernale et du nuage rouge, ont été réduits en cendres. La purge s'étendait, mais pas aux conditions terriennes. Les flottes Concorde signalaient une folie rampante dans les journaux de navigation. Les pilotes entendaient des murmures. Les équipages se retournaient les uns contre les autres en plein vol. Un destroyer Zarati ouvrit le feu sur sa propre aile. Les étoiles de la planète pulsèrent des motifs extraterrestres identiques. Quelque chose s'était détaché, changeant le champ de bataille. Dans la salle de guerre, Tren fixait la carte stellaire. 3 récupérateurs se tenaient à ses côtés, tels des statues silencieuses du destin. Arès, Athéna, le prototype. Unité de guerre, de psychologie, de mémoire. Athéna rompit le silence. Nous avons 2 chemins. Tren leva les yeux. Achever les éveils ou traquer l'anomalie. Arès grogna, profond et affamé. Nous pouvons faire les 2. Le prototype acquiesça. Nous le devons. La mâchoire de Tren se durcit, puis nous nous séparâmes. L'opération Flamme Jumelle était née. Voile Noir continuerait de rassembler des récupérateurs. Pendant ce temps, un vaisseau de fracture profonde piloté par l'IA, le récupérateur brut, se dirigerait vers la frontière de Jupiter pour affronter l'anomalie en éveil. Le prototype partirait, Tran restait. 2 guerres, 2 fronts. Il se préparait. Le hangar vibrait sous la charge. Il se préparait. Le hangar vibrait sous la charge. Tran luttait contre la douleur dans sa poitrine, tandis que le prototype embarquait dans la frégate. Silencieux, mortel, d'un calme surnaturel. Tren ne parlait pas. Le prototype se retourna, l'air vide, puis la voix basse. « Si je ne reviens pas » acquiesça Tren, suffocant. « Si je ne reviens pas » acquiesça Tren, étranglé. Qu'ils se souviennent. Ils se serrèrent les bras, sans éclat, sans théâtre, juste le poids d'un objectif commun. La frégate partit dans une obscurité soyeuse. Puis la guerre revint. Les vaincus ne pouvaient rester les bras croisés, tandis que les reconquérants s'éveillaient. Ils se mobilisèrent, une flotte, déchiquetée mais résolue, ravagea le Val Noir de feu. Zerati, Harkun et Velari se rallièrent sous la bannière de l'opération Chute de Verre, des rayons transperçant les boucliers. Les systèmes de survie vacillèrent. Black Veil riposta, avec Arès, Athéna et Prototype à bord. Ce n'était plus humain, c'était le jugement. La station explosa dans un enfer de plasma. Les flottes ennemies s'effondrèrent sous les titres de récupérateurs. La guerre forgée, le scindement mental, l'éveillé, mais même dans la victoire, quelque chose changea. Les relevés météorologiques aux confins de Jupiter. Une fracture dans la toile de la dilatation temporelle. Une fracture dans la toile de la dilatation temporelle. Quelque chose bougea. De retour sur la plateforme d'observation, Trek fixa le vide.
Deux courants brûlaient sur les cartes stellaires. Les balises de récupération se multipliaient et la dilatation temporelle se déformait. Tren murmura, presque pour lui-même. L'opération Flamme Jumelle n'est plus seulement stratégique. C'est une question de survie. Derrière lui, Athéna lui toucha doucement l'épaule. Ils ont anéanti Xivitus IX. Tran prit une inspiration saccadée. Alors, on les fait brûler. La voix du prototype grésilla dans le calme. Brèche d'anomalie imminente, les alarmes du système hurlèrent. Le rugissement d'Arès résonna. Alors, finissons-en, une avant que l'autre ne commence. Le hangar était silencieux comme une tombe. Le vaisseau de prototype revint. Il tremblait, blessé, la coque déchirée comme le ciel. Il sortit, boitant, les yeux éclairés par quelque chose de plus profond que le feu. Nous l'avons rencontré, sa voix craquait comme de la glace. Il se souvient de nous. Tren le fixa, le souffle coupé. Est-ce arrêté? Prototype regarda au-delà de lui, ses yeux brillants plus sombres. Non, les étoiles au-dessus de Jupiter ne ressemblaient plus à des étoiles. Elles se tordaient, courbées comme la lumière traversant du verre brisé. Le champ de dilatation temporelle, qui avait autrefois contenu l'anomalie, saignait. Les puits de gravité pulsaient avec une intensité irrégulière. Et la réalité elle-même bourdonnait de défis. Le voile noir flottait à la lisière du chaos. Silence, prêt. Le capitaine Tren se tenait sur le pont, la mâchoire serrée, tandis que le signal retentissait à nouveau. Faible, rythmé, pulsant dans les terres comme un battement de cœur statique. Ce n'était pas un langage. C'était quelque chose de plus primitif. La peur, la faim, le souvenir. Derrière lui, les récupérateurs se rassemblaient. Les 5 derniers, derrière lui, les récupérateurs se rassemblèrent. Les 5 derniers. Chacune d'elles était une arme de l'histoire humaine. Chacune était une réponse vivante à l'extinction. Arès, l'engin de siège, Athéna, la manipulatrice, Nomade, l'infiltrée autrefois perdue, la plus agile, et la première à survivre à l'exposition au vide sans armure. Et le prototype, désormais modifié, non amélioré, évolua. Les données de son voyage dans la zone des anomalies étaient pires que quiconque ne l'aurait imaginé. Il n'avait pas seulement attendu, il avait appris. Et maintenant, il imitait la vie. Athéna parla la première, d'une voix étrangement calme. Il essaie de nous comprendre, non de parler avec nous, mais de devenir nous. Rilan s'avança et scruta son affichage. Nous avons vu une duplication du signal. Des fragments de code ADN humain. Il se réplique. Des fragments. Il réplique. Pas seulement du code, dit le prototype. Émotion. Prise de décision. Schémas. Tran le regarda. Pourquoi? Le visage du prototype était sombre. Parce qu'il ne veut pas conquérir, il marqua une pause. Il veut remplacer. L'équipe n'avait qu'une seule chance. L'anomalie était partiellement exposée, affaiblie par ses propres tentatives d'imitation. Il s'était dispersé sur des milliers d'années-lumière, cherchant à comprendre, à s'infiltrer, ce qui signifiait qu'il possédait un noyau. Le prototype l'a trouvé, enfoui au plus profond de l'orbite spatio-temporelle brisée de Jupiter. Un repli gravitationnel, un point d'effondrement où le temps s'incurvait, un angle mort de la physique. Il leur faudrait envoyer quelqu'un, pas un drone, pas une IA, un esprit, quelqu'un capable d'affronter la chose. Et de parler. « Je le ferai », dit le prototype. « Non », dit Tren instantanément. Mais le récupérateur ne recula pas. Je l'ai vu, je l'ai touché. Si quelqu'un peut résister à ce qui est à l'intérieur, c'est bien moi. Athéna s'avança. Il a raison, grogna Arès. On l'envoie et on perd notre lame la plus tranchante, se tourna Athéna vers lui. Ou alors on découvrira si la lame était suffisamment tranchante. Les poings de Tren se serrèrent. Puis, avec une douloureuse irrévocabilité, il hocha la tête. Allez-y. La capsule était ancienne.
une vieille relique terrestre utilisée autrefois pour larguer des récupérateurs dans l'atmosphère des mondes ennemis. Ce n'était pas joli, mais ça fonctionnait. Le prototype monta à bord sans un mot. Tren s'avança. « Si tu ne reviens pas, je reviendrai, » dit l'homme, mais pas sous ma forme actuelle. Il referma la trappe. La chambre s'obscurcit, puis il s'effondra. Dès qu'il pénétra dans la zone de l'anomalie, le temps perdit tout sens. Il vit tout. La Terre, brûlante, Mars, hurlante, les étoiles, gelées, et puis autre chose. Un monde de lumière et de mémoire liquide. Une chose informe, portant des visages comme un masque, des visages humains, des visages extraterrestres, même le sien. Elle ne parlait pas. Elle était, tout simplement, même le sien. Elle ne parlait pas. Elle était, tout simplement. Et puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle lui révéla la vérité. Il vit le commencement, non pas de la galaxie, mais d'eux. L'anomalie n'avait pas toujours été une force destructrice. Elle avait été autrefois une civilisation, si avancée qu'il transcendait la chair, abandonnant la forme pour l'énergie, la pensée et le temps. Mais en grandissant, ils brisèrent quelque chose. Une frontière, une loi. Leurs esprits commencèrent à se déformer. La pensée devint infection. La conscience devint faim. Leur espèce entière s'effondra en une conscience unique et intemporelle. Un virus intellectuel indestructible, qui dériva pendant des éons jusqu'à retrouver la vie, l'humanité, non pour la consommer, mais pour la comprendre, pour évoluer, pour réparer ce qu'elle avait perdu, en remplaçant ce qu'elle ne pourrait plus jamais devenir. Mais elle ne put jamais comprendre le trait le plus terrifiant de l'humanité, le choix. À l'intérieur du pli, le prototype flottait devant le noyau de l'anomalie. Il portait le visage de Tren, parlait avec la voix d'Athéna, pleurait avec les cris des enfants de Kivitis IX et murmurait « Rejoins-nous, comprends, sois plus que de la chair ». Mais il secoua la tête. Non, et pour la première fois de son existence immortelle, l'anomalie ressentit un rejet. Le noyau hurla. Sur le voile noir, des alarmes retentirent. Effondrement de repli détecté, hurla Ryland. Il déclencha une boucle de rétroaction. Les yeux d'Athéna s'écarquillèrent. Il va détruire le noyau. Non, chuchota Tren. Il va devenir le noyau. À l'intérieur, le prototype fit son choix. Il verrouilla son réseau neuronal, connecta ses systèmes de récupération aux voies de l'anomalie. Si elle voulait l'esprit de l'humanité, elle s'en étoufferait. Il déclencha la surcharge. Souvenirs, mort, guerre, perte, sacrifice, amour, tout cela se déversa dans l'anomalie comme un feu à travers une vitre. Le cri résonna dans le subspace. Le noyau se fractura, et avec lui, le temps se déforma une dernière fois. Puis, le silence. Pas d'explosion, pas d'éclair. Juste le silence. Et le prototype avait disparu. Des heures plus tard, Tren se tenait seul dans la baie d'observation. L'anomalie était toujours là, mais morte. Ce qui restait du prototype vivait désormais à l'intérieur, tel un pare-feu, une prison. Le reste disparut. Athéna s'approcha silencieusement. Il le fit. Tren ne répondit pas. Elle plaça quelque chose dans sa main, un éclat noir, encore chaud, le dernier fragment du noyau neural du récupérateur. Son âme peut être. L'humanité a désormais un avenir noyau. Son âme peut être. L'humanité a désormais un avenir, dit-elle. Il hocha lentement la tête, mais sa voix était creuse. À quel prix? Les semaines passèrent. Le Concorde brûla. Leurs flottes furent brisées. Leurs dirigeants exposés dans des paquets de données fuités et semés par Athéna. La galaxie se fractura. Certains demandèrent la paix. D'autres implorèrent le pardon. D'autres encore jurèrent vengeance.
Mais aucun ne défia à nouveau le voile noir, car désormais, les récupérateurs n'étaient plus un mythe. L'humanité avait montré à la galaxie son acuité. Maintenant, il allait leur montrer sa capacité à choisir la paix. Car c'était ce que le prototype leur donnait. La liberté de choisir, pas le pouvoir, pas la vengeance, juste l'avenir. Épilogue. Des années plus tard, un enfant dans une colonie lointaine regarderait les étoiles et demanderait à son père. Un enfant dans une colonie lointaine regarderait les étoiles et demanderait à son père à quoi ressemblait la guerre. Et le père sourirait tristement. « Nous n'avons pas gagné, disait-il. Nous y avons survécu. Les étoiles scintilleraient. L'une d'elles scintillerait. Un satellite Reclaimer veillerait toujours, attendrait toujours, au cas où la galaxie oublierait. Pourquoi devrait-elle craindre le retour de l'humanité ?